Le VZ, eh bien, aujourd'hui, exceptionnellement, je me trouve dans l'Aveyron. Voilà, dans l'Aveyron, du côté de Cantouin, dans un petit village qui s'appelle Vine. Mais en fait, si je suis venu dans l'Aveyron, c'est tout simplement pour vous présenter quelque chose également qui est lozérien, c'est la cabrette. Et comment présenter cet instrument de musique sans venir dans le musée le plus important de la cabrette. Nous sommes ici dans un petit village, tout à fait petit, 350 habitants, toute petite commune donc, à côté de Cantouin. Et c'est dans cette commune que nous trouvons le musée de la cabrette. Alors nous allons retrouver monsieur Rénal, qui était l'ancien maire de Cantouin et qui est à l'origine de ce musée. On va aller le retrouver, on va lui poser quelques questions et vous allez passer un agréable moment, j'en suis sûr, à suivre donc cette visite intérieure de cet instrument qui, chez nous, vous a fait danser dans les balmusettes, puisque le balmusette vient de cet instrument, le nom de cet instrument. Et la cabrette, vous allez la découvrir dans quelques instants. Voilà, on est au musée on dit de Cantouin, mais en fait, il est dans le village de Vine. C'est un musée qu'il faut visiter absolument, où que vous soyez. Donc, quand vous venez en vacances en Lozère, n'hésitez pas de pousser un petit peu dans l'Aveyron. De toute façon, il y a des choses à voir, et on n'est pas loin de l'Aïole, on n'est pas loin de Chaudesaigues, vous voyez du Cantal. On a le plomb du Cantal juste en face de nous, là-haut. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Bon, là, écoutez, écoutez. Merci, merci. Donc, tu as ton prénom? Jean-Louis. Jean-Louis, voilà, merci Jean-Louis. On va le retrouver tout à l'heure, n'ayez pas peur, on ne va pas le laisser tomber. Et il ne nous laissera pas tomber. Bonjour, monsieur l'ancien maire donc, de Cantouin, mais surtout monsieur le président de l'association et le fondateur de ce musée. Merci de votre visite. Et je suis très heureux de vous recevoir, surtout de recevoir les Lozériens, puisque je suis natif du secteur de Nasbinal. Ah oui, mais je suis sûr que chez nous, il y en a un qui regarde là, il s'appelle Sébastien et qui vous reconnaîtra, j'en suis sûr. Hein. C'est possible, parce que j'allais dire, allez, je vais exagérer un peu, mais des Reynald sur l'Aubrac, il y en a plein partout. Ah oui. Voilà, alors vous avez eu un jour l'idée de faire un musée de la cabrette, mais pourquoi? Ben, tout simplement, c'est le hasard des rencontres. Dans ma longue vie de maire et d'autres fonctions que j'ai eues aussi, j'ai rencontré plein de gens intéressants et un jour, le hasard a fait que je rencontre le directeur de l'AMTA. Le directeur de l'AMTA, c'est l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. Et à partir de là, l'idée m'est venue, en voyant des collections, de les implanter, de les rapatrier chez nous. Voilà. Dites-moi après que ce qu'on va voir dans quelques instants, mais c'est un chantier phénoménal, quoi. C'est 10 ans de travail, de prospection, d'amitié avec certaines personnes qui m'ont fait connaître d'autres personnes avec qui je suis devenu partenaire. Et voilà, aujourd'hui nous avons, dans un premier temps, nous avons fait le musée de la cabrette, c'est-à-dire la musique du Massif central. Et puis, les rencontres continuant, on a décidé d'agrandir. On a agrandi de 400 mètres carrés et on a décidé, justement, avec les contacts que j'avais, de collectionner, de faire rentrer dans notre musée toutes les cornemuses du monde. Et aujourd'hui, on a la collection complète de toutes les cornemuses du monde. C'est combien? Oh, il y en a actuellement, il y en a 200 d'exposés, mais on en a autant en réserve. Ah oui, quand même. Oui. Alors on va de suite voir ça, mais vous avez mis combien d'années donc pour en arriver là? Oh, c'est un travail de 10 ans. 10 ans. Le plus important, ça a été, oui, de retrouver les collections, de retrouver les gens qui possédaient ces collections ou qui pouvaient nous les faire venir de l'étranger. Hein. Par exemple, faire venir une cornemuse de Russie, c'est pas si simple que ça. Hein. Par exemple, de l'Azerbaïdjan, c'est pareil, et bien d'autres pays.
ce qu'il fallait aussi, c'est avoir les sons de toutes ces cornemuses. Et on a eu la chance de rencontrer un Belge qui avait tous les sons. Il s'appelle Monsieur Van Nys. Ah oui. Et donc, il nous a pratiquement offert tous les sons de toutes les cornemuses du monde. Alors, c'est tout ce qu'on retrouve, on va retrouver tout ça dans votre musée. Bien sûr, bien sûr. Et puis bon, il y a aussi eu des intervenants étrangers, c'est-à-dire des gens qui travaillent à Londres, en particulier une dame qui s'appelle Cassandre Balbar, qui nous a permis de nous introduire dans tous les pays d'Europe pour avoir au moins un instrument de ces pays. Alors parce que j'en reviens pas, enfin, on va le voir dans quelques instants, mais il y a des cabrettes dans toute l'Europe, même voire plus loin. Cornemuse. Cornemuse, pardon, oui. Cornemuse, parce qu'il faut savoir que la cornemuse a une existence qui est 2-3 000 ans avant Jésus-Christ. C'est les Perses, c'est en Perse qu'on a eu les premiers instruments qui ont lancé, et avec les invasions, ces instruments ont envahi l'Europe. Et chaque pays l'a fait à son image. Et chaque pays a donné un nom. Et chaque pays a donné un nom, évidemment. D'accord. Et ça a même fini chez les Auvergnats. Les Auvergnats. Et on y est en plein. Et on y est en plein, voilà. Voilà, ben, je crois qu'on va commencer de rentrer, puis de toute façon vous restez avec nous, et puis de temps en temps vous direz votre mot, parce que quand même je crois que vous êtes bien le premier à parler de ce musée. Ben, écoutez, quand on a passé quelques années de ses fonctions de maire à essayer d'imaginer et d'amener jusqu'à un but final ce projet, j'irai jusqu'à dire que c'est mon bébé, et que je suis véritablement en transcendance quand je viens la voir, maintenant que je ne suis plus maire. Alors, on est fiers d'avoir un Lozérien qui a fait ça quand même. Je suis Lozérien, oui. Voilà, ben, on va rentrer, on va les retrouver, donc notre cabritaire préféré. Je crois qu'il y en aura d'autres d'ici la fin. Bonjour, alors comment vas-tu? Eh bien, ma foi, Coforo. Alors il y a beaucoup de gens qui vont te reconnaître, parce que je suppose que tu joues à la cabrette un peu partout. Oui, oh, on se connaît tous les musiciens. Hein. Voilà, on va te présenter, vas-y. Alors, je m'appelle Jean-Louis Clavérol, donc je suis le responsable du musée, le conservateur, et je fais la présentation du musée quand les gens viennent pour apprendre ce que c'est qu'une cornemuse. Alors tu es bien placé, parce que je crois que tu en fabriques des cabrettes, toi. Voilà, je suis facteur de cabrettes. D'accord. Alors, dis-moi, on va commencer par ça, justement, par ces facteurs de cabrettes et ces joueurs de cabrettes. On m'a dit comme ça qu'il y avait énormément, ici, sur cette commune, sur ce canton de Cantouin, énormément de joueurs et de fabricants, donc, et de facteurs. Alors, il y avait, dans tous les villages ici, il y avait 5 ou 6 joueurs de cabrettes. Hein. C'était un instrument qui était joué partout dans les villages. Et on a eu aussi de célèbres fabricants qui ont immigré sur la région parisienne et qui sont partis fabriquer des cabrettes à Paris. D'accord. Voilà, alors on en retrouve ici sur tout l'Aveyron, donc. Voilà, donc là c'est tous les joueurs, de cabrettes. Donc on voit dans tous les bourgs. Ben, Dieu sait s'il y en avait, puisqu'il y en avait 7 ou 8 par petit village. Donc ça représente quand même une masse importante de joueurs de cabrettes. La cabrette était vraiment bien implantée sur le territoire de l'Aubrac. Ah ben oui, on voit ça, hein. Et alors après, on va voir bien sûr tous les instruments qu'il y a. Quel était le plus célèbre d'entre eux, par exemple, des cabretières qui a travaillé le plus par là dans la région, qu'on connaît, qu'on peut reconnaître? Oh ben, Joseph Ruols, c'était un des plus connus, puisque forcément Joseph Ruols était fabricant de cabrettes. Donc il jouait beaucoup avec Jean Ponce. Ah oui. Un Lozérien. Ah, un Lozérien. Donc c'était Jean Ponce, c'était son cabrettaire attitré. D'accord. Et donc là, sur ces vitrines, vous avez différents joueurs de cabrettes. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, on n'appelait pas ça une cabrette. Et comment ça s'appelait alors? Ça s'appelait une musette. Tous nos anciens appelaient ça une musette. Je joue de la musette. C'est vu la forme, non? Alors, c'est un instrument qui s'appelait musette parce que ça a été copié sur la musette de cour. Ah oui. Voilà. Donc il y avait des musettes à bouche ou des musettes à souffler. D'accord. Voilà. Nos anciens gonflaient les poches à la bouche, comme la plupart des cornemuses. Ah oui, comme en haut, Hippolyte, là. Voilà, Hippolyte Angle, Joseph Soulier gonflaient les poches à la bouche. Il faut savoir que quand on voulait acheter une musette, au début du 19e siècle, ça coûtait le prix d'une paire de bœufs. Ah oui, quand même.
Donc seuls les musiciens professionnels pouvaient acquérir ce style d'instrument. Ils n'avaient pas toujours les moyens d'acheter le soufflet, donc ils gonflaient les poches à la bouche. Oui, mais bon, ça coûtait 2 paires de bœufs, mais il fallait apprendre déjà. Elle en fallait bien une pour apprendre. Donc, il partait quand même sans savoir. Il faisait un bon investissement. Donc, à l'époque, on jouait sur différentes cornemuses, puisque dans l'arbre généalogique de la cornemuse, c'est une des dernières cornemuses qui a été inventée. Elle est arrivée vers les années 1820, la musette, la cabrette, qu'on appelle aujourd'hui. Oui, oui, oui. La naissance de la cabrette, on a tout là. Alors oui, parce qu'à l'époque, bien sûr, on jouait de ces instruments-là. Donc les 3 que vous avez là, ce sont des instruments du Moyen-Âge qui étaient joués. Donc la cabrette n'existait pas. Donc pour pouvoir jouer de ces instruments-là, il fallait avoir l'autorisation des seigneurs. Il fallait faire des études de musique. Et on leur donnait le grade de jongleur. Dans les châteaux, il y avait des jongleurs avec des objets, il y avait des jongleurs avec des mots, ça chantait ou ça racontait des histoires, ou il y avait des jongleurs avec des notes. Alors, la Révolution, on chasse les seigneurs et tout le monde a pu en jouer librement de ces cornemuses. Elles avaient leur propre sonorité, on ne pouvait pas jouer à deux. Hein. Et c'est juste après la Révolution que les Auvergnats émigrent. Ils migrent en masse au départ sur la région parisienne et une partie sur l'Espagne. Donc ils emportent avec eux leurs cornemuses et quand ils arrivent en région parisienne, ils sont porteurs d'eux, ils sont porteurs de parquet, toujours des boulots ingrats, mais l'homme est dur à la tâche. Et quand ils se rencontraient, ces Auvergnats, eh bien, après un bon repas, ils sortaient leurs cornemuses. Mais c'est des cornemuses qui n'étaient pas adaptées à ce monde citadin. Parce qu'elles avaient ces grands bourdons d'épaule, et quand le musicien jouait, eh bien, il était déjà au milieu de la pièce. Ah, oui. C'est là où ils se sont dit, il faut créer notre propre cornemuse, et ils se sont rabattus sur une cornemuse qui était célèbre à l'époque, qui était jouée par Marie-Antoinette, reine de France, c'est la musette de cour. Donc quand on voit la musette de cour et qu'on voit notre musette, notre cabrette, eh bien il y a vraiment une similitude. Les cuirs sont découpés en forme de gouttes d'eau, sont habillés de tissus précieux. Ils modifient la perce, parce que la musette de cour c'est un instrument pour la musique baroque, musique de chambre, c'est des sons très sourds. Donc ils modifient, c'est un mélange de musette, de cornemuse ancienne et de musette de cour. Et donc, quand ils ont eu cet instrument dans les mains, ils ont appelé ça tout simplement une musette. Voilà. Et alors, la musette et les bonnes musettes par rapport à ça? Alors, les Auvergnats, une fois qu'ils ont eu cet instrument dans les mains, ils ont commencé à créer des balles, et ils ont appelé ça des balles de famille. Ouais. Et donc, après le boulot, ils se sont mis à jouer de la musette, et il y a eu un engouement pour cette musique, puisqu'il faut savoir qu'on sortait d'une époque où on jouait des quadrilles, des menuets, et là, les Auvergnats sortent des sons qui n'étaient pas habituels, la bourrée. Là, c'était les rappeurs de l'époque. Donc, tout Paris venait dans les balles parce que les Auvergnats créaient des balles à la musette. L'accordéon n'existait pas. Oui. Et on venait écouter cette musique. Toutes les régions de France venaient écouter et venaient danser dans les balles à la musette. D'accord, c'est marrant. Hein. Voilà. Alors ici, en fait, on va faire le tour du musée, mais ce que je voudrais pas, c'est quand même enlever l'envie aux gens de venir. Donc on va peut-être pas tout dire non plus, mais on va présenter un maximum sans tout dire, parce qu'il faut vraiment dire à tous les Lozériens, la cabrette, c'est aussi la Lozère, c'est le Cantal, c'est l'Aveyron, c'est toute l'Auvergne, et le Languedoc-Roussillon. On va le voir tout à l'heure d'ailleurs. On le voit sur ce plan où se joue la musette, où se joue la cabrette. Ah ben voilà. Donc là, on a une partie de l'Aveyron. Donc, je suis bien où il faut pour parler de cet instrument. Voilà, on continue ici dans cette vitrine, et là on va parler des facteurs de cabrette donc, qui sont nés au 19e siècle et qui sont ici dans la région. Voilà, ils sont montés sur Paris. Donc beaucoup de ces fabricants sont sortis du Nord Aveyron, du Cantal, de la Lozère. Ils montent sur Paris, ils voient l'engouement pour cet instrument et ils se mettent à le fabriquer. Et quand ils fabriquent cette musette, eh bien ils signent, tous les hautbois sont signés du nom du fabricant. D'accord. Voilà, on le voit ici, on ne voit pas la signature, mais... Alors on devine la signature. Ah oui, ces signatures, on les a remis ici pour mieux les observer. Ah oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, ils avaient comme un tampon. Quoi. Ah, ils avaient un fer chaud et ils brûlaient le bois au fer chaud. C'est comme ça qu'on sait
qui les a fabriqués, à quel moment. Et aujourd'hui, ben, on fait la même chose, puisque moi je signe aussi mes instruments de musique. Oui, je comprends bien. Oui. Et il n'y a pas la tienne, là. Ah non, parce que là c'est les facteurs du 19e. D'accord. Eh ben, il va falloir attendre que tu meurs alors. Hein. Alors ici on a des différents instruments. Alors pourquoi cette vitrine là? Alors ça c'est la vitrine pour quand les Auvergnats ont créé les balles à la musette, et c'était les seuls à créer les balles à la musette. Donc ils étaient aussi célèbres que les chanteurs d'aujourd'hui. Et la musique qu'ils faisaient, aujourd'hui on appelle ça du folklore, mais à l'époque c'était de la variété. D'accord. Donc le tout Paris vient danser au bal à la musette, et quand on venait danser au bal à la musette, on payait à l'aide de jetons, et c'était un jeton, une danse. Ça me rappelle moi qui faisais danser les soirées disco, si j'avais été payé au jeton. Voilà. Alors seuls les hommes payaient dans ces balles à la musette. Ah ouais. Voilà, seuls les hommes payaient. D'accord. Donc ça s'est arrêté les balles à la musette avec la guerre de Prusse en 1870. Après la guerre de Prusse, la France manque de main-d'œuvre, fait appel aux Italiens, et les Italiens arrivent avec l'accordéon, se mêlent avec les Auvergnats, et c'est en 1901 que de bal à la musette, ça devient bal-musette. D'accord. On va poursuivre donc. Ici, la vitrine d'ici nous montre deux personnages emblématiques. Martin Keila, que tout le monde a entendu parler. Ah voilà, Martin Keila, donc il a créé la collection Le Soleil. Tous les musiciens venaient se faire enregistrer chez lui. Donc ça, c'est des instruments qui appartenaient à Martin Keila. C'est un don de la famille. Avec Marcel Bernard, qui était son neveu par alliance. Donc ça, c'est des figures emblématiques de la musette. Hein. Ah ouais, donc il avait un studio d'enregistrement. Et il avait un studio d'enregistrement. D'accord. Alors après, continuons. Alors ici, eh bien, on a un célèbre musicien, Jean Ponce. Ouais. Alors Jean Ponce, bien sûr, c'est notre célèbre Lozérien qui a animé tous les mariages, les fêtes. Ah oui. Alors là, c'est par milliers. Et il était souvent accompagné de Joseph Ruols, qui était joueur de cabrette. Donc voilà, on a fait cette vitrine dédiée justement à... Là aussi, vous avez sa batterie, là. C'est sa batterie, là. Alors c'est pas sa batterie, c'est pas son accordéon non plus, mais c'est une représentation des instruments qu'ils avaient. Alors, il y a des petites vidéos également qui passent pour... Donc il y a une petite vidéo pour montrer la danse. Il faut savoir que la bourrée qui était dansée à l'époque était dansée qu'entre hommes. Ouais. Les femmes n'avaient pas le droit de danser la bourrée. D'accord. Donc c'était une danse guerrière. Je vais m'adresser à monsieur l'ancien maire donc, de Cantouet pour qu'il me présente un petit peu ses cabretières donc, de son secteur. Là, par exemple, là, vous avez toutes les grands pontes de la cabrette depuis un siècle, pratiquement, oui. Et c'est tous les plus grands hommes qui se sont fait connaître, la plupart sur la place de Paris. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. Et certains sont nés ici, chez vous? Pas tous, non, pas tous. Oh, vous avez Saint-Symphorien, c'est Saint-Amand, par exemple. Ouais. Vous avez la Donne, c'est Thérondelle. La Donne vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps. Il y a le Cantal, et puis ici, les locaux. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous me parliez également de films que vous aviez récupérés également, qui étaient très intéressants. Oui. C'est-à-dire que là, dans mes rencontres, j'ai rencontré Jean-Dominique Lajoux, qui est bien connu sur l'Aubrac pour avoir filmé l'Aubrac dans les années 70, 65, 75. Il avait été missionné par, à l'époque, un grand homme, un grand ministre français qui s'appelait Edgar Pisani, qui l'avait envoyé filmer la vie paysanne. Qui était ministre de l'Agriculture. Qui avait été envoyé pour filmer la vie paysanne dont il avait conscience qu'elle allait disparaître telle qu'elle était. Ah, d'accord. Parce que la modernisation arrivait, le tracteur arrivait, ainsi de suite. Et les petites fermes, malheureusement, c'était le début de la disparition. Et il avait invité ce cinéaste à venir filmer. D'accord. À venir filmer une petite province de France. Et il avait choisi l'Aubrac. Alors, c'est assez surprenant qu'il ait choisi l'Aubrac, puisqu'il est franc-comtois. D'accord, ouais. Et c'est une chance. Et oui, c'est une chance, parce qu'il est tombé amoureux de l'Aubrac, et pendant 10 ans, il n'a pas arrêté de filmer, de fréquenter, de se faire des amis. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Je mets mes films à votre disposition, à condition de les sauver et de les numériser. » Ah oui. Alors, là, sur ce tableau, si on appuie par exemple la traite du Buron, qu'est-ce qu'on voit?
Eh bien, vous allez voir la traite du Buron dans la montagne des Nègres à côté de Nasvinal. D'accord. Et on y retrouve un homme célèbre Oui, de l'Aubrac. de l'Aubrac qui s'appelle Baptiste de Calmejane. Ah oui, il n'était pas bien mieux, là. Là, il était tout jeune. Là. Oh là là, il a fait carrière, alors, ouais. Et oui, il a fait carrière, il a fait parler de lui, il a surtout fait exister le dernier buron productif sur place. Ouais, c'est vrai. Oui, je me rappelle qu'on y allait, j'y étais allé. Il y a beaucoup de gens qui ont fait comme Alors, moi. il se trouve que c'est un vrai plaisir pour moi d'avoir ce film, enfin d'avoir récupéré ce film, puisque c'est un lointain cousin. Eh oui. Eh bien, dites-moi, hein. Voilà, alors il n'y a pas que lui, Oui. il y a beaucoup de choses. Par exemple, la galoche d'Aurillac. Ah oui, alors la galoche d'Aurillac, c'était... La galoche d'Aurillac, c'était rue de Lappe à Paris. D'accord. C'était le temple des Auvergnats de Paris, Voilà, où tout le monde, où tous ceux qui ont colonisé Paris sont passés un jour ou l'autre. Et c'est là, l'école, quand même, hein. et c'est là où tous les jeunes apprenaient à jouer de la cabrette, grâce à ce monsieur-là, qui s'appelle Georges Sou. Ah ben oui, on a entendu parler, Georges Soulier, en effet. Voilà. Donc, il y a des grands cabrettaires aujourd'hui qui Voilà. existent encore. La plupart des grands sont passés par... La mine de Georges Soulier. voilà. D'accord. Ben voilà, alors, tout ça fait partie du musée, donc c'est... mais il y a d'autres choses à voir, je crois. Hein. Ah ben, c'est-à-dire que là, c'est la première partie, celle qui a été ouverte en 2014, et la seconde partie a été ouverte en 2018. 2020, oui, 2020. La construction a débuté en 2018, de l'agrandissement. D'accord. Eh bien, on va y aller. Eh bien, on retourne vers la deuxième partie ici. On va reprendre notre guide, Cabreterre, hein, pour aller visiter donc, la deuxième partie. Alors là, il y a une surprise que j'ai découverte donc, ici, c'est que la cabrette ne se jouait pas qu'en Auvergne. En fait, cet instrument ne se jouait pas qu'en Auvergne. Alors, c'est-à-dire que la cabrette, c'est une cornemuse. Alors, on appelle une cornemuse tout instrument de musique où il y a une réserve d'air et un tuyau mélodique. Elles ont des formes différentes, elles ont des sonorités différentes et des matériaux différents. Donc, chaque cornemuse a un nom. Ben, nous, ça s'appelle la cabrette, mais si vous allez en Angleterre, c'est le small pipe, le union pipe pour l'Irlande, et ainsi de suite. Donc sur cette carte, on a représenté, chaque point jaune représente là où on joue de la cornemuse. Et on s'aperçoit qu'en France, on a énormément de cornemuses différentes. Et donc ça se joue de la Suède jusqu'à l'Inde. Ah oui, quand même. Hein. Et notre but, c'était de retrouver toutes ces cornemuses, de pouvoir les exposer dans le musée. Et c'est le seul musée au monde à posséder toutes les cornemuses du monde. Combien ? Donc, dans les vitrines, il y a plus de 200 cornemuses différentes. Et dans nos réserves, on a encore 500 références. En fait, c'est un vrai voyage que vous invitez à faire un voyage à travers l'Europe, et même pire, même plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans différents pays du monde, le monde est ici. Le monde de la cabrette, enfin de l'instrument. Le monde de la cornemuse est ici. Voilà. D'accord. Donc, c'est la cabrette qui invite ses cousines À venir... dans le Nord-Aveyron. Voilà, on va découvrir ça dans quelques instants. On continue notre petite balade. Alors, ce qui est bien, vous avez des écrans avec la vie d'autrefois qui défile. Là, c'est quoi, M. Rénal ? Là, c'est le forgeron des Hermots. Ah, d'accord. Les Hermots en Lozère ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez qu'on n'est pas ici. Non. Aime beaucoup la Lozère. Non, mais ce que je m'aperçois, oui, c'est qu'en fait, on est voisins, mais en plus, on est bien chez soi ici. Hein. La Lozère est partout. Ouais. Non, mais il faut savoir aussi que la Lozère, il y a eu plein de bâtisseurs. Oui. C'est-à-dire que les spécialistes de la taille de pierre étaient surtout lozériens. Il y a beaucoup de patrimoine bâti ici qui a été fait par les lozériens. Ah oui. Le granit, ils savaient tailler là-haut. Ils savaient tailler. Ouais. Le basalte était plus dur. Le basalte, c'est difficile de construire avec du basalte. Ouais, il fallait une technique. On voit qu'il était bien outillé. Voilà. Alors c'est donc ce monsieur, il était fabricant de fer à bœuf. Ah oui, d'accord. Oui. Regardez. Et voilà. Ouais, ça aussi, c'était une spécialité. Eh bien oui, parce qu'il fallait... les bœufs ne travaillaient pas s'ils n'étaient pas ferrés. Hein, et comme il faut. Et comme il faut. Ouais. Il dessinait son fer. Là. Et ça vient des films de la Joux, pareil. Oui. Voilà, super. Hein. Alors on continue. Donc, alors ici, on va rentrer carrément dans l'atelier du facteur.
Voilà, ça c'est un atelier qui appartenait à Fabre de Marcolès, un ancien fabricant qui est décédé en 1946. Donc là, on voit son outillage, puisqu'on a récupéré son atelier. Et bien sûr, à l'époque, c'était des tours à pédales. Il perçait les instruments avec des baïonnettes de l'époque de Napoléon. Donc la reconstitution de l'atelier, il y a un petit... Attends, tu veux dire qu'il perçait ça, là, ici, Oui. avec ses baïonnettes là-haut? Oui, il perçait avec des baïonnettes. D'accord. Voilà, chaque instrument de musique, puisqu'on a 15 longueurs différentes. Puisqu'il faut que la paire soit conique. Et oui, on le voit donc sur ces... D'accord. Voilà, pour fabriquer une musette, il faut Ouais. fabriquer ses outils. Donc ils fabriquaient leurs propres outils, ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Oui, oui. Toi aussi, donc, tu as fabriqué tes outils. Voilà, il faut maîtriser la forge, aussi bien que le cuir, la menuiserie et le tournage. Bon, je suppose que tu es un peu plus moderne, quand même. Alors, on est un peu plus moderne dans les tours à bois, puisque maintenant c'est électrique, mais on n'invente rien. D'accord. On copie exactement ce que les anciens ont fait, parce qu'ils en ont fait tout le tour. Hein. Donc Ah oui. il n'y a rien à Il n'y a inventer. plus rien à inventer. D'accord. Alors, là-bas, on voit... Bon, là, c'est percé comme tu le fais aujourd'hui. Voilà, hein, c'est- sur c'est- la petite... Donc là, c'est un film sur Joseph Riols qui fabrique la cabrette. Donc c'est un film qui montre comment on fabrique l'instrument. Mhm. Et on voit que bon, les outils se rapprochent des baïonnettes de l'époque. Hein. Ah ouais. D'accord. Ouais, un très bel atelier, ça donne envie de bricoler. Hein. Alors ici, cet écran, on va demander à M. Rénal, qu'est-ce qui se passe sur cet écran là? Mais sur cet écran, on a, si vous voulez, tout à l'heure, on va voir toute l'économie du monde. Mais encore fallait-il avoir le son. Oui. Et donc, on a rencontré un monsieur Van Nist, voilà Son nom, voilà. son nom qui a été attribué à ce local. D'accord, Ce monsieur nous a vendu tous les sons de toute l'économie du monde. du monde. Ancien et nouvel. Ancien et nouvelle. Et donc, comme il avait filmé, ou on avait filmé, on a réussi à filmer tous les joueurs avec ces instruments de chaque pays, eh bien, on les passe avec le son. Avec le son, d'accord. Et je crois que tout à l'heure, enfin, on va voir avec notre guide là, mais tu vas nous... Carrément, on est devant l'instrument et on va l'entendre. Si on veut. Voilà, on possède des audio-guides, donc les gens arrivent, à l'accueil on leur donne des audio-guides, ce qui leur permet de pouvoir écouter des extraits sonores de tous ces instruments de musique. Et là, c'est assez intéressant de voir la différence des sons des différentes cornemuses. D'accord, et bien allons-y, on avance alors. Alors je vous bouscule peut-être un peu, mais en fait, notre public, eux, ils veulent voir, ils veulent tout voir. Mais c'est embêtant parce qu'après, ils vont pas venir, c'est ça, hein? Ah, mais là, on ne leur montre pas tout. Et puis, Pas de secret. voilà. Et bien sûr, quand les gens viennent, il y a plein d'anecdotes sur ces instruments parce qu'elles ne sont pas arrivées comme ça par hasard. Elles n'ont pas été fabriquées comme ça par hasard. Il y a toujours eu une raison, soit politique, soit religieuse, soit dramatique. Et voilà pourquoi elles ont des formes aussi différentes. D'accord. Ah, voilà. Donc tout ça, vous ne le saurez pas maintenant, il va falloir venir retrouver notre guide et M. Rénal, donc, qui est là. M. Rénal, donc, vous devez être fier quand vous voyez ça, là. Hein. Je suis fier de la collection, évidemment, qu'on ait pu la retrouver, la trouver complète. Je suis aussi très fier de la scénographie. Oui. Parce que présenter des instruments, c'est pas à la portée du premier entrepreneur. Vous avez fait appel à quelqu'un? Ah oui, c'est la dame, si vous voulez, le studio qui a fait la scénographie. La patronne travaille pour tous les grands musées de France. Elle travaille pour Dior, pour Chanel, pour tous ces grands... et elle fait les expositions des musées à l'extérieur. Quand elle est venue faire ce chantier, elle arrivait de Russie. Ah oui, quand même. Ou de Chine. Elle va jusque là-bas exposer, quand un musée la missionne pour aller exposer des œuvres d'art. D'accord, mais c'est très très bien exposé, on le voit là, ici, à travers les vitrines. Bon, et si on commençait à faire un petit tour dans le monde, là? Eh bien, allez, c'est parti. Alors, ici, de chaque côté, déjà, le monde... Voilà. Ça, c'est le nom de la... C'est le nom de celle qui nous a aidés à trouver. Cassandre. Et tous ces gens-là nous ont fait des dons. D'accord, mais c'est super, hein. Voilà, et ces dons, on les retrouve là. Alors, on commence par de ce côté, voilà, la France, donc. Voilà, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, en France, on a
pratiquement 29 cornemuses différentes. Ah Donc oui. ici de chaque côté, vous avez tout ce qui concerne la France, aussi bien le Tarn, qu'aussi bien le Bordelais, que la Charente, que la Bretagne, que le Centre-France, que l'Auvergne, les Auvergnats de Paris. Donc là, il y a une diversité de cornemuses, plus les cornemuses baroques, les cornemuses du XVIIe siècle. Donc on a des pièces extrêmement rares, puisque si vous voyez ces cornemuses, on appelle ça des pégaillardes. Il en existe 5 dans le monde, hein. Ah oui, quand même. On en détient 2. Pourquoi des pégaillardes? Alors elles sont signées. Il y en a qui sont vachement bien décorés et tout, elles sont magnifiques. Voilà, ça, c'est la musette de course, et c'est un instrument qui était joué par la noblesse. Et Alors, il y en a aussi vraiment sculptés, quand on voit les soufflets qui sont vraiment bien sculptés et tout. Hein. ah oui, mais tous ces instruments, c'est des œuvres d'art. Hein. Beaucoup de ces instruments, vous avez du buis, vous avez de l'ébène, mais vous avez beaucoup d'ivoire, hein, puisqu'à l'époque, l'ivoire c'était un matériau qui était relativement courant. Ouais, aujourd'hui, tu fais en quoi alors? Alors, quand j'utilise de l'ivoire, c'est de l'ivoire de mammouth. Autorisé. Autorisé, bien sûr. Et puis, autrement, c'est de la corne, c'est beaucoup de corne, de l'os. D'accord. Ouais. Et des matériaux synthétiques. Et chez nous, ils privilégiaient quand même l'ivoire à avoir la corne qui se trouvait quand même assez facilement, quoi. L'ivoire, c'est blanc, ça représente, voilà, esthétiquement, c'est très beau l'ivoire. Puis ça se travaille très bien l'ivoire. Ah ouais. Bon, mais maintenant, Alors, les pieds de cabrette, il y a plusieurs sonorités, je vais y arriver. voilà, Oui. mais dans les pieds de cabrette, vous avez 15 longueurs différentes. Hum. Donc chaque longueur, plus il est long, plus ils sont graves. Ah, d'accord. Là, c'est un pied de cabrette. Alors, on appelle ça un pied de cabrette. Tout simplement, c'est parce que nos anciens, à l'époque, les centimètres n'existaient pas. On mesurait en pied, en pouces ou en toise. Donc, on a gardé ce terme de pied. D'accord. Voilà. On a Donc, pas de truc avec toi. Hein. voilà. Donc, celle-ci, c'est de l'époxy. Hein. Les bacs sont en époxy. Ça, c'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Superbe. On continue? On continue. Alors, on est toujours en France, là, hein, avec des cabrettes qui sont assez anciennes. Hein. Alors là, voilà, vous avez la Bresse, vous avez le Poitou, vous avez les chabrettes limousines. Et chacun y mettait donc un peu de... Mais il y avait des raisons à ça, ou c'était des inventeurs, c'était envie de créer? Ah c'est des instruments qui n'ont pas bougé depuis le Moyen-Âge, hein, pour la plupart de ces instruments. Il y a que la cabrette qui a évolué, puisque c'est un instrument relativement moderne. Mais autrement, c'est des instruments qui n'ont pas du tout évolué depuis le Moyen-Âge. Alors là, quand il y avait des grands... on appelle ça un bourdon, la longueur. Donc certains bourdons sont sur les épaules, ou alors on les porte sur le bras, ou alors ils sont tout droit le long du musicien, ou ça passe même derrière le musicien. Voilà, elles ont toutes une caractéristique bien spécifique. D'accord. Donc dans les bourdons, ça va de 1 bourdon jusqu'à 8 bourdons. Toi, tu n'en as pas sur ta cabrette. Ah si, moi j'ai un bourdon ici. Ouais. Ah ouais. Voilà. Nous, il est resté le long, et à l'origine, il y en avait un qui passait sur l'épaule, qui a été supprimé du fait que les Auvergnats montent sur Paris, et c'était pas adapté à ce monde citadin. Il n'y avait pas assez de place, le musicien se trouvait déjà au milieu de la pièce dès qu'il jouait, donc à moins de faire un trou dans le mur. Alors, moi j'ai souvenir du cabrettaire sur un tonneau avec le verre à côté. Oui, c'est-à-dire que la percussion se fait avec les pieds. Un joueur de cabrette doit fait marcher ses 2 bras, fait marcher sa tête, mais fait marcher ses 2 pieds. Oui, oui. Le temps fort et le temps faible. Et forcément, il faut avoir une caisse de résonance. Donc souvent, les anciens jouaient sur une table, sur un tonneau, comme ça faisait des percussions. D'accord. Ah ouais, c'est génial, quoi. Il y avait le canon à côté. Et il y avait toujours le canon à côté. On continue. On se poursuit parce que là-bas, je crois qu'au fond, donc, je ne vais pas tout montrer. Il faut que les gens aient envie de venir. Je le répète de nouveau. Il faut vraiment venir visiter ce musée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous y découvrirez des choses et puis des personnes très, très intéressantes et drôlement accueillantes ici, dans ce petit village. 350 habitants, je vous rappelle. C'est vraiment, quand on pense que le plus grand musée du monde,
de la cabrette, et c'est au milieu dans une grande ville, non? Oui, les gens sont étonnés de voir cette collection. Il se trouve que on a l'inventaire de tous les musées au monde et la plus grande concentration de cornemuses dans le monde se trouve ici, à Cantouin, dans le village de Vines, puisqu'il se trouve pas dans Cantouin même, dans le village de Vines, c'est un village en plus qui est classé site remarquable. Oui, non, mais quand j'ai fait le tour du village avant de venir, là, c'est hyper beau, hein. Voilà, on a la Truyère en contrebas. On voit l'île d'Autosac, la presqu'île d'Autosac en bas. L'Ossac. Voilà, de l'Ossac et les monts du Cantal en face. Ouais. Et derrière nous, on a l'Aubrac, la Lozère. Très joli coin. Voilà, là on est devant la vitrine de l'Europe de l'Ouest. Voilà, l'Europe de l'Ouest, donc ça va de la Suède à l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, l'Allemagne. Alors en Allemagne, il y a très peu de cornemuses anciennes puisque Hitler a fait fusiller tous les musiciens. Oui, explique-moi un peu ça alors. Voilà. C'est celle-là, là, hein. Voilà. Hitler a fait fusiller tous les musiciens, tous les joueurs de cornemuse puisqu'il trouvait que c'était pas un instrument germanique. D'accord. Donc il y en a même pas au musée de Berlin puisque les Américains ont bombardé le musée de Berlin. Donc le peu qui est resté, ça s'est terminé en cendres. Donc on a la chance d'avoir une cornemuse allemande. Et comment vous faites pour en trouver une vous et les autres n'en trouvent pas? Monsieur le maire, comment il fait là? C'est toujours pareil, les relations, les gens qui connaissent cet instrument de par le monde et qui ont des relations entre eux. Parce que le monde des musiciens et des facteurs, enfin des collectionneurs, c'est un monde très particulier. C'est des gens qui se connaissent entre eux, mais sans plus. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de leur milieu. Et il arrive un moment où ces gens qui possèdent quelque chose ont envie de le faire voir. Et donc, quand on les sollicite, vu, j'allais dire, l'importance que prenait ce musée, ils ont offert ou ils ont vendu. C'est drôlement intéressant. Hein. Vous avez une chance inouïe, hein. Franchement, d'avoir d'abord une personne comme ça qui a cru, parce qu'il fallait y croire au départ. Hein. C'est un projet titanesque. Je ne sais pas si, monsieur le maire, vous auriez fait ça si vous avez su les difficultés que vous avez rencontrées. Des difficultés, il y en a eu. Mais ce n'est que des mauvais souvenirs et j'en parlerai pas. C'est bien. C'est sûr que des difficultés, ne serait-ce que pour trouver l'argent pour acheter. Quand vous deviez arriver dans les hautes autorités en disant je vais acheter une cabrette, ils devaient vous rironner quand même. Hein, mais... non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe en amitié, en parlant. Voilà. Après, l'argent, évidemment, il faut le chercher. Là comme ailleurs, il faut des relations. Pour revenir à nos instruments, je vois le premier là-bas, je le trouve un peu extraordinaire, quoi. Vraiment différent des autres. Alors ça, c'est une cornemuse d'Irlande qu'on appelle Rune Pipe. Donc c'est une cornemuse qui se joue assis et le tuyau mélodique est posé sur la jambe pour étouffer le son. Il faut savoir que les Irlandais jouaient pas du tout de cette cornemuse à l'époque, mais ils sont envahis par les Anglais qui leur ont interdit de jouer de la musique, puisque la musique ça fait des rassemblements et les rassemblements ça fait des complots. Donc eux ils veulent continuer à jouer de leur cornemuse, donc ils modifient cette cornemuse pour avoir un son beaucoup plus sourd. Non, mais c'est incroyable parce que la politique a pu changer les choses, mais dans tout, même dans la musique. Vous vous rendez compte un peu? Et en continuant, alors moi j'aimerais présenter celle-ci parce que c'est une très très belle histoire, triste mais belle histoire. Tu peux écoute, tant pis s'ils ne viendront pas le voir, ils sauront, ou peut-être ça leur donnera envie de venir justement. Toutes ces cornemuses ont une histoire. Alors bon, celle-là en particulier, mais celle-ci s'appelle la Gaita de Boto. C'est une cornemuse d'Espagne, la région d'Aragon. Et alors c'était un joueur de cornemuse qui c'était son métier, il devait animer un mariage. Donc il devait amener les mariés de la maison à l'église et animer le mariage pendant 3 jours. Il se trouve que pendant le mariage, il y a un ami qui vient le voir, tout affolé, qui lui dit « Mon pauvre ami, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ta fille de 7 ans vient de mourir. Elle a été mordue par un serpent. » Et lui, il ne peut pas abandonner la noce. Il rentre chez lui que 3 jours après, il enterre sa fille, il récupère la robe de sa fille et il la met sur sa cornemuse. Comme ça, il a l'impression d'avoir toujours sa fille dans ses bras. Et il dit au serpent, tu as enlevé de ce que j'avais de plus cher, maintenant tu vas gagner ma vie. Et tous les hautbois de sa cornemuse sont enrobés de la peau du serpent. D'accord. Très belle histoire, hein, bravo. Non, mais ce qui est bien quand on vient dans votre musée, c'est que, là on ne va pas tout raconter, parce que tu m'en as raconté mieux que ça encore, hein, mais
on a envie d'apprendre, quoi. On a envie de regarder, et puis on apprend. Et puis on trouve des histoires, mais non, mais attends, c'est des vrais poèmes, quoi. Voilà, mais chaque cornemuse qui est arrivé ici est arrivé avec son histoire. Et pour certaines, on les a découvertes, hein, ces histoires plus ou moins étonnantes. Et c'est là où on a envie de s'imprégner de ces cornemuses de par le monde, de ces drames, c'est magnifique. Alors, ce que je voudrais dire aux Lozériens qui vont nous écouter, mais également à toutes les personnes qui sont quelque part dans le monde et qui aiment la Lozère, sachez que le Cantal, ce sont des amis et que nous vivons tous ensemble tout au long de l'année et que là, nous vous invitons, quand vous viendrez passer vos vacances, ou même si vous n'êtes pas en vacances, que vous habitiez la Lozère, nous vous invitons à venir voir nos amis de Cantouin. D'abord, vous savez que c'est un très joli village, vous avez de très jolis villages à visiter, mais surtout, vous avez ce musée de la cabrette, et la cabrette, c'est un instrument également lozérien, comme du Cantal, comme de l'Aveyron. Voilà, on va le dire en avant tout, hein, d'accord ? Eh ouais, parce que nos hommes sont partis, nos parents sont partis également travailler à Paris, et certains Lozériens ont fait comme les Cantalous et comme les Aveyronnais. Ils ont joué de la cabrette pour s'amuser un petit peu, parce qu'ils avaient un travail très dur. On continue ? On continue. L'Europe de l'Est. Alors l'Europe de l'Est, on a des cornemuses de Russie, de partout dans l'Europe de l'Est. Et ces cornemuses, c'est toujours des... On appelait ça la maison de la cornemuse. Hein. Oui. Ouais. Ah mais c'est sûr que quelqu'un qui aime la cornemuse, la cabrette et tout ça, il faut qu'il passe ici, quoi. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est très étonnant de voir ces instruments avec des formes différentes. Ouais. Ah ouais, c'est extraordinaire. Franchement, c'est... Ouais. Alors, on en voit, alors ils ont encore la peau de la chèvre, là. Alors certains, souvent c'est l'animal au complet. Soit les poils sont à l'extérieur, soit les poils sont à l'intérieur. Ça capte l'humidité puisque la plupart de ces cornemuses, les poches sont gonflées à la bouche. Bon, la cabrette est gonflée avec un soufflet, oui. Mais bon, ici vous avez une cornemuse avec un soufflet aussi. Hein. Oui, on voit, donc, oui. Donc ça dépendait un petit peu des régions là aussi, quoi. Voilà, ça dépend des régions. Et puis l'avantage d'avoir un soufflet, ça n'amène pas d'humidité dans les cuirs. Oui. Alors bien sûr, toutes ces cabrettes, on les voit donc sur l'écran, là, on entend les sons, mais on voit également comment la personne le tient pour jouer. Comment on les tient. Il y a certaines qui sont faites avec des vessies de jument. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Donc on a employé tout ce qui était bien hermétique, les vessies, les panses d'estomac de baleine, ça peut être des moutons, ça peut être des chèvres. Alors généralement c'est la chèvre parce que c'est un cuir qui est très fibreux, très nerveux et qui est très peu poreux. Mais au Moyen-Âge on utilisait beaucoup le chien, le renard ou le loup. Puisque le chien ne transpire pas, les cuirs sont non poreux, ils transpirent que par la bouche. On va avoir nos amis des chiens qui vont nous taper dessus. Alors aujourd'hui, on utilise... Mauvaise idée. Voilà, on n'utilise pas le chien, on s'y attache au chien, donc... C'est quand le chien meurt. Ah oui, on va dire ça. Non, mais heureusement d'ailleurs. Voilà, alors ici, de ce côté, c'est la Méditerranée, voilà, la Perse... Voilà, le monde indo-persan, donc vous avez des cornemuses d'Inde, d'Azerbaïdjan, d'Iran... Là, c'est carrément la bestiole, là. Voilà, là on voit les pattes. Hein. Une patte sert pour gonfler la poche, l'autre patte sert pour le tuyau mélodique. Donc c'est toujours l'animal, aussi bien dans les pays du Maghreb. Hein. On voit les deux pattes des Celle-ci ressemble un peu plus aux Anglais, quoi. Alors voilà, ça c'est une cornemuse écossaise pour la bonne raison, c'est que les Anglais ont envahi pendant 200 ans l'Inde et en Inde on a complètement abandonné les cornemuses d'origine pour jouer des cornemuses. Alors ces cornemuses, en Arabie Saoudite, on joue des cornemuses écossaises. On a complètement abandonné les mésoèbes qui étaient jouées à l'époque. Bon, ici on en a, mais on a été obligé de représenter cette cornemuse qui est très jouée dans le monde indo-persan. C'est quand même quelque chose, là de nouveau, et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, donc sur la politique, voilà. Ça a influencé. C'est dommage. Alors là c'est
Celle-ci, là. Donc ici, c'est la Turquie. Vous avez la Turquie, vous avez la Tunisie, vous avez le Maroc, vous avez l'île de Malte, qui est faite avec du veau. C'est un veau mornay. Et on a employé l'animal pour pouvoir avoir une réserve d'air. Elles ont des drôles de forme. Hein. Comment il a tenu on l'a en photo, je crois. Voilà, on l'a en photo. Voilà. Donc, Ah oui, d'accord. C'est pas bien commode quand même. Hein. Oui, mais c'est que de l'air à l'intérieur. Oui, ça pèse pas trop, mais c'est des instruments qui sont très légers. il fallait quand même tenir dans la longueur quand il jouait. Et avec les audioguides, ça vous permet d'écouter tous ces montre-nous. instruments. Tu peux, là? Oui, je vais vous chercher. On va parler un petit peu avec monsieur le maire. Voilà. Et la meilleure anecdote, quand vous avez trouvé une cabrette pour l'acheter ou pour la récupérer. Pour l'acheter, j'ai encore le souvenir d'un monsieur en Azerbaïdjan qui voulait nous en vendre une. Et donc, pour le payer, on lui a demandé comment on vous paye. Alors, il nous dit en argent liquide. Comment vous voulez envoyer de l'argent liquide en Azerbaïdjan? Et donc, il a fallu avoir la chance un jour de trouver quelqu'un qui prenait l'avion et qui allait en Azerbaïdjan. On lui a donné l'argent. Et il a ramené la cornemuse. Encore, il risquait de se faire arrêter. Eh ben oui. Et ça s'est passé comme ça. Ah ouais. Et puis on a aussi la cornemuse russe, dont le gouvernement russe a fait une intervention en disant qu'il ne laissait pas partir son patrimoine musical. Ouais. Et donc on l'avait acheté, on ne l'a jamais reçu. Ah ouais? Oui, et on en a trouvé une, vous savez où? À La Réunion. C'est un Russe qui en avait une à La Réunion qui nous l'a envoyée. Et vous avez eu de la chance. En cherchant, toujours avec les mêmes personnes qui sont introduites un peu partout. Ah ouais, c'est incroyable. C'est une grande histoire, quoi, votre musée. C'est vraiment intéressant. Alors, tu as quoi dans les mains? Alors là, j'ai l'audioguide qui est distribué à l'entrée. Donc ces audioguides, ils permettent de cliquer sur une cellule. Et ça permet d'avoir les extraits sonores de ces instruments. Donc là, j'ai cliqué sur les Mesweb. Alors là, la personne, le visiteur, il prend ça. Le visiteur, il prend ça et il découvre le son de toutes ces cornemuses. D'accord. Et là, il découvre cet environnement musical, puisqu'on s'aperçoit que ces cornemuses ont des sonorités complètement différentes d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Génial. Et vous avez fait ça pour toutes les cornemuses. Voilà, on peut écouter toutes les cornemuses. Donc là, ici, il y a les sons, il y a les écrans pour voir comment on les tient. Voilà, ça c'est obligatoire d'avoir au moins ces instruments vivants, parce que bon, les instruments qui sont dans une vitrine, si vous n'entendez pas le son, il manque quelque chose, quoi. Hein. Et alors, qu'est-ce que c'est ce grand instrument que vous avez là? Alors ça, c'est la plus grande cornemuse du monde. D'accord. Qui s'appelle la Zampogne Giganti. Et c'est une cornemuse qui est italienne. Alors à l'époque, bien sûr, elles étaient longues comme ça. Et bien sûr, avec les conflits, où à chaque fois qu'il y a des guerres, on interdit la musique. Et cet instrument s'est rétréci au fur et à mesure pour pouvoir les cacher sous les vestes. C'est pour ça qu'on en trouve des beaucoup plus petites. Ils les ont cachées, mais à l'origine, elles étaient longues comme ça. On a la même là-bas, tout petit, qui vient de Calabre. D'accord, la même. Ouais, ils avaient fait petite pour pouvoir jouer. C'est des instruments, comme la plupart des cornemuses, qui sont toujours accompagnés d'un autre instrument, comme les Bretons. Les Bretons jouent du bignou et de la bombarde. Comme nous, l'accordéon. Comme nous, l'accordéon. La zampogne se joue avec un piffero. Donc, c'est une bombarde, c'est une clarinette. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, qui se trouve dans les vitrines là-bas au fond. Alors, on apprendra donc plein de choses. Qu'est-ce qu'une cornemuse? On peut voir. On va pas l'expliquer là, hein, parce que il faut que les gens aient envie de venir également. Et, moi, ce que j'aimerais, c'est visiter le reste du musée, parce que vous avez agrandi. Donc, Monsieur le maire, expliquez. Quand on a agrandi, évidemment, on a gardé un espace pour l'accordéon et puis pour la vielle, qui est quand même un instrument qui a aussi un passé très lointain. La vielle, l'accordéon, puis l'origine de l'accordéon, savoir comment l'accordéon est parti d'un petit travail qu'ont fait les Chinois, qui sont passés, si vous voulez, la méthode est passée par les Autrichiens, et c'est les Italiens qui ont construit l'accordéon et qui l'ont répandu partout dans le monde. Et c'est les Auvergnats qui en jouent. Et c'est les Auvergnats qui en jouent. Eh bien, on monte, allez, on y va. Je vous suis, allez-y, monsieur Reynal.
Maurice Busset, il a des tableaux exposés au Louvre. Et on a eu la chance d'avoir le musée Quillot à Clermont-Ferrand qui possédait cette toile, qui fait 2,50 m par 3,50 m, qui représente les montagnes du Puy-de-Dôme, avec une scène de foire où on voit la foire des cochons, des poulets, des danses. Il y a un vielleux, il y a les danseurs, on casse la croûte. Et alors ce tableau a été fait en 1922 avec de très belles coloris. Et donc ici c'est l'exposition temporaire. C'est-à-dire que vous allez la changer. Alors chaque année on va changer de thème. Déjà on travaille sur la prochaine exposition. On peut savoir, non? Un secret? Alors ça sera un secret. Bon. Ça sera un secret. Voilà, et ces petits jouets en bois là? Alors ça, c'était justement les jouets que nos anciens faisaient pour leurs enfants, hein, les jouets de Noël. Donc tout était fait à la main, hein, donc ça représente toujours la vie paysanne, puisque c'est... On n'achetait pas le jouet en grande surface, on le fabriquait. Oui. Moi j'ai été également étonné, bien sûr, de voir les vielles. Je disais, il n'y a que des cabrettes. Non, comme a dit monsieur le président tout à l'heure, il y a également de la vielle. Et c'est quoi cet instrument qu'on a là? Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Moines, donc il y avait 2 moines pour actionner cet instrument, puisqu'il est relativement long, pour accompagner les chants grégoriens. D'accord. Et c'est la reproduction exacte de la vielle du fronton de Saint-Jacques de Compostelle. D'accord, et si on continue un petit peu, donc on voit l'évolution de cet instrument. Voilà, on voit l'évolution, donc là c'est pareil, il y a toujours des boîtiers pour écouter ces instruments, donc on voit la modification des sons. Donc l'organistrum, ensuite on passe au chiffonnier qui était joué par la noblesse, l'instrument se raccourcit davantage. Puis après, ce sont les mendiants qui s'accaparent de cet instrument. D'accord. Ils jouaient aux sorties d'église? Alors ils jouaient, alors ils se disaient tous aveugles, handicapés, pour gagner un peu 3 sous. Non, mais c'est pas rigolo, hein, mais... C'était l'époque. Hein. Et donc on retrouve cette vielle sur toutes les gravures, les photos, enfin les gravures, les statues de l'époque. Après, on passe à la vielle baroque, la vielle organisée. Alors ça, c'est une vielle où il n'existe que 16 dans le monde, puisque celle-ci, à l'intérieur de la caisse, il y a un soufflet. Donc vous avez non seulement le son de la vielle, mais le son d'un orgue. Ah ouais, c'est déjà le début de l'orgue de Barbarie, là. Oui. Et alors, là, on est étonné de trouver cet instrument, là, par Alors, contre. le luth, c'est grâce au luth que les fabricants de vielles ont récupéré les caisses de luth pour faire des caisses rondes, puisqu'à l'époque, les vielles avaient des caisses plates. Donc, on voit des caisses rondes apparaître grâce au luth. Ils ont récupéré les caisses de luth. Oui, d'accord, je ne savais pas. Et puis alors, il y a vraiment le moderne, là-bas. Alors, après, vous avez des vielles, alors c'est relativement beaucoup plus... les temps modernes. Hein. Là, on branche la sono et les sons sont vraiment très très étonnants. Alors pour pouvoir jouer de ces instruments-là, modernes, électriques, il faut aussi tourner la manivelle. Ça ne fonctionne pas si on ne tourne pas la manivelle. Donc il y a un clavier... Voilà, et monsieur le maire, alors, et tous ces instruments, vous en jouez, vous? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous êtes un danseur? Ah, pas du tout. Oh, danseur comme tous les jeunes, à un certain âge, mais c'est quoi qui vous a lancé là-dedans? La nostalgie Non, il faut savoir quand même qu'à Cantoin, depuis 30 ans, il y a un bal tous les lundis soirs. Ah bon? Tous les lundis de l'année. Et vous entendez les auditeurs, là, les danseuses, on a plein de danseuses en Lozère, il faut venir à Cantoin. Oh, mais ils viennent déjà, ils venaient. Sauf que, bon, vous savez bien que par les temps qui courent, tout est arrêté, donc c'est à l'arrêt. Mais pendant 30 ans, il y a une équipe de musiciens locaux qui faisait danser les gens. D'accord. Et voilà. Donc, si vous voulez, il arrive un moment. C'est vrai qu'au départ, c'est grâce à ces gens-là que j'ai rencontré certaines personnes de ce milieu. Voilà. Voilà. Alors, on va présenter cette dernière partie, donc. Alors, allons-y. Ah ben, là, c'est l'univers de l'accordéon, donc l'origine de l'accordéon. Alors, ce que nous racontait tout à l'heure, monsieur le président. Oui, voilà. Ben, l'accordéon fonctionne avec des hanches libres. Donc ces hanches libres ont été inventées par les Chinois 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc ce sont les Autrichiens qui ont récupéré ce système d'hanches libres pour fabriquer des harmonicas, faire évoluer l'instrument. Donc si vous voulez, ben, vous allez aller avoir l'histoire de l'accordéon, comment il a évolué dans le temps, grâce aux Autrichiens, grâce aux Italiens,
avec des accordéons diatoniques, des accordéons chromatiques caisse carrée, des accordéons chromatiques caisse ronde. Et donc ici, il y a 3 scènes de bal des années 1910, des années 1940 et des années 1960. D'accord, voilà. Et puis oui, plus proche de nous, là-bas, tout à fait au fond, on avait déjà Voilà. la sono bouillée, non, c'est pas une bouillée. Alors c'est pas une bouée, mais déjà on voit les chaises en formica. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est génial. On voit qu'il y a une petite vidéo également qui passe à un bal chez notre ami Laurent, Ah, voilà. Laurent à la Vastrie. À la Vastrie. Ben, c'est génial. Voilà, et puis Mais on va, oui. vous avez loupé la photo de Jean Ponce. Ah, non. Voilà. On va passer de suite. On va passer de suite. Jo Privat, ouais, mais tout ça. C'est l'accordéon qui nous a été offert par le musée de Tulle, le musée de l'accordéon. Le musée de l'accordéon à Tulle, voilà, ouais, ouais. Et c'est l'accordéon préféré de Martin Gaïla. D'accord. Et voilà, on a une fraîchement. Écoutez, moi, je ne peux que vous féliciter. J'espère qu'on va donner envie aux Lozériens de venir vous voir, d'abord entre voisins, d'abord peut-être pour danser aussi, parce que ça va reprendre, non, j'espère, hein? Je ne sais pas, parce que le temps passe. On vieillit. On vieillit, les gens peuvent se décourager aussi. Hein. Ouais, c'est Et ça. puis les gens, vous savez, bon, par les temps qui courent, ils ont peur de la fréquentation, Oui, des choses comme ça. soyons positifs, ça va recommencer. Ben, ça va recommencer parce que déjà je sais que les musiciens s'entraînent déjà, s'entraînent pour pouvoir rouvrir. Donc ils sont prêts à rouvrir tous les lundis à Cantouin pour le bal gratuit, parce que c'est un bal gratuit. Alors ça tombe bien, puisque des musiciens, nous en avons qui sont venus. Peut-être tu joueras avec eux, tu vas jouer avec eux. Donc tu sais pas, on va terminer notre petit reportage avec les musiciens maintenant, et puis avec de la cabrette. Voilà, Monsieur Rénal, je vous remercie de nous avoir accueillis dans votre musée, enfin le musée, oui, de votre association, Oui. voilà, que vous avez créée. Parce que c'est quand même la commune qui a financé ce qu'elle pouvait financer et qui en est propriétaire. Écoutez, on ne peut que vous dire une chose, mais vous devez être fiers, mais nous sommes fiers de ce musée parce que vous êtes des voisins. Il est un peu lozérien, on y a notre cœur dedans, on y a des musiciens, et franchement, ça nous fait très plaisir d'être venus aujourd'hui le découvrir. Merci, Monsieur Rénal. Merci d'avoir pensé venir nous voir. Voilà. Ben, il n'y a pas de souci, c'était avec plaisir. Et puis quant à toi, je te garde un peu plus avec la cabrette. Voilà, mais merci quand même, tu nous as fait faire. Vous voyez, franchement, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à venir. Vous avez un guide qui est exceptionnel, qui connaît vraiment tout le métier, qui sait faire des cabrettes en plus. Vous ne pouvez pas tomber mieux si vous voulez apprendre tout sur cet instrument. Merci beaucoup, merci Monsieur Rénal, et à bientôt. On reviendra avec AWZ. Merci. Voilà, merci. Merci. Avec Jean-Paul Pourrade, qui est président du MASUC, le MASUC que nous retrouverez sur des interventions, puisqu'on fera d'autres émissions également sur l'Aubrac. Il est à côté de son collègue cabritaire, là, voilà. Et alors pourquoi, que se passe-t-il par rapport à ce musée que nous venons de visiter? Bien là, Robert, tu viens de faire visiter un musée extraordinaire. Dans un bourg de 350 habitants, Monsieur Rénal, qui en a été le maire, a réussi à faire un exploit, c'est-à-dire au carrefour de la Lozère, de l'Aveyron et du Cantal, faire un musée avec plus de 200 cabrettes et cornemuses et un investissement au niveau du projet, de la réflexion qui est remarquable. Or, je m'aperçois, en tant que simple particulier, que lorsque je viens de Nesbinal ou de l'Aïeul, il est très difficile d'obtenir un fléchage qui indique à tous les visiteurs où se situe le musée. Or, voilà, tout à fait. Le musée est quand même dans un site magnifique, mais qui donc automatiquement ne bénéficie pas du passage de l'autoroute, heureusement. Mais il faut que les caristes puissent trouver facilement ce musée extraordinaire, qui est quand même la capitale mondiale aujourd'hui, qui a fait de Cantouin la capitale mondiale de la cornemuse. Or aujourd'hui, on a soit des associations, soit des élus,
à tous les niveaux, les maires, députés, sénateurs, qui systématiquement, ou des administratifs, retirent les pancartes qui ont été placées pour indiquer la direction du musée aux visiteurs. C'est inadmissible. Alors, en tant que président de l'Umazuc, je vais engager une action au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la préfecture et des régions Occitanie bien sûr, en priorité, de manière à ce que le fléchage de ce musée soit digne de l'investissement qui a été fait et de la créativité qu'ont manifesté et M. Raynal et ceux qui l'ont entouré, notamment les designers, pour faire de ce musée un endroit remarquable, qui vaut largement les musées parisiens. Donc, j'espère que les élus vont enfin montrer qu'ils défendent la culture du patrimoine, car comme le disait André Valadier, si on ne tient pas compte de la tradition pour aller vers la modernité, eh bien on y va avec un bandeau sur les yeux. Hein, automatiquement, la modernité sera aveugle si elle ne tient pas compte des traditions. Comme le dit d'ailleurs un panneau à l'intérieur de ce musée, ce n'est pas un tas de cendres qu'on honore, mais c'est un flambeau qu'on transmet. Amis de KWZ, nous sommes toujours là, vous voyez, et puis avoir visité le musée de la cabrette, on a bien besoin de visiter, d'écouter un morceau de cabrette. Alors Jean-Louis a appelé des copains aujourd'hui, non, c'est ça, Jean-Louis? Voilà, ben là je vous présente Nicolas Pachemaille, enfin je vous présente, il est connu, Entendu parler, ouais. Voilà, intermittent du spectacle. Voilà, Oui, bonjour à tous. Tu habites où alors? J'habite à Mourmantre, un petit village sur la commune d'Argence-en-Aubrac. Voilà, j'ai déjà entendu parler de toi, pas mal de musiciens de chez nous aussi, puisqu'on en a chez nous des accordéonistes, des cabrettaires, et t'es pas un homme qui m'est inconnu, quoi. Oh, ça fait déjà, je crois, en 98, j'ai commencé à faire des balles en Lozère déjà, avec Louis Prunière notamment. Quoi. Ben oui. Donc, ça... On a dû se croiser sur quelques animations, et toi alors? Et moi, je m'appelle Cyprien Thomas, originaire de Château-Geneviève. D'accord, Sainte-Geneviève. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est bien. Eh bien, peut-être une petite dernière quand même. Ça m'arrangerait peut-être. Allez.
Eh bien, on vous remercie. Merci à tous les trois. Et puis, on se donne rendez-vous sur KWZ, la petite chaîne de Lozère, avec des Cantalous. Non, avec des Aveyronnais. Ah ben, je me suis trompé. Hein.